On a tous déjà observé un comportement qui nous interpelle, ce besoin de s'isoler, une certaine rigidité, et on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Eh bien la réponse est loin, très loin d'être simple. Aujourd'hui, on va décortiquer comment des actions qui semblent presque identiques peuvent venir de deux mondes intérieurs totalement opposés, celui du trauma et celui de l'autisme. Le masquage, la rigidité, le retrait, ce ne sont que des comportements de surface. C'est un peu comme la couverture d'un livre, ça ne nous dit pas toute l'histoire. Est-ce qu'on a affaire à un bouclier qui a été forgé par les épreuves de la vie, ou à une manière d'être innée pour naviguer dans le monde? C'est exactement ça qu'on va démêler ensemble. Alors, commençons par le cœur du problème. Cette ressemblance qui est franchement super troublante. C'est à cause d'elle que parfois les diagnostics sont manqués et que l'aide proposée tombe complètement à côté. Comprendre d'où vient cette confusion, c'est la première étape et elle est cruciale. Imaginez que le comportement, c'est juste la pointe de l'iceberg. Ce qu'on voit, ce n'est qu'une toute petite partie de la réalité. Pour vraiment comprendre, il faut plonger sous la surface et aller voir les racines invisibles qui nourrissent cette action. Ok, explorons la première piste. On va l'appeler la réaction apprise. Ici, le comportement n'est pas un point de départ, c'est une conséquence, c'est une réponse, une adaptation qui a été façonnée par un environnement difficile, par une expérience vécue. Pensez à ce mécanisme comme à une sorte d'armure. Quand une personne, que ce soit un enfant ou un adulte, se prend un mur en permanence, ses besoins sont ignorés, ses limites sont bafouées, elle apprend forcément à se protéger. Ces comportements, ce n'est pas un choix, c'est une pure stratégie de survie face à un monde qui la contraint. Et bien sûr, cette lutte de tous les instants, ça laisse des cicatrices émotionnelles profondes. Imaginez la colère qui bouffe face à l'injustice, la frustration de crier sans que personne n'entende, et puis par-dessus tout, cette honte qui s'installe, cette fausse idée que finalement le problème vient de soi. Ces émotions, elles naissent d'une blessure. Alors pour survivre, le cerveau sort l'artillerie lourde. Il déploie tout un arsenal. Le masque pour essayer de devenir invisible, le mur de la rigidité pour ne plus être blessé, l'évitement pour ne plus jamais revivre la douleur, et puis parfois c'est l'éruption du volcan, des actions impulsives pour libérer une pression devenue juste insupportable. Et le corps, lui, il n'oublie jamais rien. Il reste en état d'alerte maximum tout le temps. C'est ça l'hypervigilance, scanner en permanence son environnement à la recherche du prochain danger. Cet état de guerre intérieure, ça épuise toutes les réserves. Ça crée un stress chronique, une fatigue écrasante et des tensions dans les muscles qui ne se relâchent jamais. Comment on fait pour faire confiance aux autres quand c'est l'environnement lui-même qui a trahi? La méfiance, ça devient un réflexe, un bouclier social. Du coup, l'isolement, ce n'est plus une punition, ça devient un sanctuaire, le seul endroit où l'on se sent enfin en sécurité. Bon, maintenant on change complètement de perspective, on oublie la réaction à l'environnement et on s'intéresse au deuxième chemin. Et là, l'histoire ne commence pas à l'extérieur, elle commence au plus profond de la biologie d'une personne. Ici, on parle du profil du trouble du spectre de l'autisme, le TSA. Et attention, il ne s'agit pas du tout d'une blessure ou d'une réaction. C'est plus comme un système d'exploitation différent installé dès le départ. C'est une manière innée dont le cerveau est câblé et ça influence tout, la perception du monde et la façon d'interagir avec. Côté émotion, la différence est fondamentale. Il ne s'agit pas de ressentir de la colère ou de la honte à cause de quelque chose. Il s'agit plutôt d'une difficulté de base à identifier les émotions, à mettre un nom dessus ou à les réguler, autant les siennes que celles des autres. C'est une question de hardware émotionnel si vous voulez, pas d'un software qui aurait été abîmé par l'expérience. Du coup, les comportements qu'on observe ont une intention radicalement différente. La routine et le besoin de savoir ce qui va se passer, ce ne sont pas des béquilles, ce sont des phares dans la nuit. Et la rigidité, ce n'est pas un mur pour se protéger des autres, mais un cadre indispensable pour donner un sens à un monde qui sinon peut paraître totalement chaotique. Le corps lui-même, il perçoit le monde avec une intensité folle. Imaginez que le volume de chaque son, que l'intensité de chaque lumière, que le contact de chaque tissu sur la peau est monté au maximum. Sans un environnement adapté, cette stimulation permanente mène tout droit à la surcharge cognitive. C'est le crash du système, littéralement. Dans ce contexte, les interactions sociales peuvent devenir un vrai casse-tête. Pas par méfiance, mais parce que les règles qui ne sont pas dites, le fameux langage non verbal, tout ça peut être aussi difficile à déchiffrer qu'une langue étrangère qu'on n'a jamais apprise. Allez, on arrive au moment clé. On va superposer ces deux chemins. C'est en regardant où ils se croisent et surtout où ils divergent qu'on va enfin piger d'où vient toute cette confusion.
Regardons l'essentiel. Pour l'origine, on a d'un côté l'externe, l'environnement, de l'autre, l'interne, le neurodéveloppemental. Cette différence de base, elle explique tout le reste. Les émotions, soit elles sont une réaction, la frustration ou la colère, soit elles viennent d'une difficulté innée à les gérer. Le mécanisme est donc soit appris, soit inné. Et pourtant, malgré ces origines complètement opposées, regardez les conséquences visibles. Le retrait social, on le voit dans les deux cas. Mais dans un cas, il vient de la méfiance, dans l'autre, d'une difficulté à communiquer. Un stress intense existe dans les deux cas, mais l'un est nourri par la peur, l'hypervigilance, et l'autre par la surcharge sensorielle. Des causes différentes, des apparences similaires. Voilà, la confusion, elle naît précisément ici. Donc, pour résumer, les 3 grands points qui sèment le doute, c'est quoi? Premièrement, le masquage. Est-ce que c'est pour se cacher d'un danger ou pour essayer de s'intégrer? Deuxièmement, la rigidité. Est-ce un mur de protection ou un cadre nécessaire pour fonctionner? Et troisièmement, l'isolement, par peur des autres ou par épuisement social. Et n'oublions jamais le facteur qui met de l'huile sur le feu dans les deux cas, le stress, qui va amplifier tous ces traits. Alors, maintenant qu'on a cette nouvelle grille de lecture, on en fait quoi? Comment on passe de la simple observation d'un comportement à un soutien qui soit vraiment pertinent et efficace? S'il y a une seule phrase à retenir de toute cette exploration, c'est celle-là. Les comportements peuvent se ressembler, mais les origines et les mécanismes sont profondément différents. C'est un rappel super puissant qu'il ne faut jamais s'arrêter à ce qu'on voit en surface. La clé, elle est toujours dans le pourquoi. Et c'est là que c'est beau, en fait. C'est ici que nos deux chemins, si différents au départ, se rejoignent sur une vérité universelle. Peu importe que la racine soit un trauma ou un profil neuroatypique, la solution, elle, a un tronc commun. La clé qui ouvre la porte du bien-être, c'est la même. Le soutien, l'adaptation et la bienveillance. Concrètement, ça veut dire quoi, créer cet espace? Premièrement, écouter. Offrir un cadre sécure pour calmer la méfiance liée au trauma et pour vraiment comprendre les besoins de la personne autiste. Deuxièmement, adapter, c'est-à-dire modifier l'environnement pour réduire ce qui réactive le trauma ou ce qui crée la surcharge sensorielle. Et enfin, outiller. Donner des stratégies concrètes pour aider à réguler les émotions, qu'elles soient une réaction ou qu'elles soient innées. On arrive à la fin avec une question qui, je crois, change tout. Et si, collectivement, on arrêtait de juger le comportement et qu'on commençait à se demander systématiquement d'où il vient? Et si on remplaçait le jugement par la curiosité? Alors là, nos interactions et notre soutien deviendraient non seulement plus justes et plus efficaces, mais surtout profondément plus humains.